Eh bien, merci Philippe pour ce brillant exposé. Moi, je vais vous parler un peu de... Bon, je l'ai un peu ébauché en répondant qui était derrière le planning familial. Et donc, c'est la famille Rockefeller. Parce qu'en fait, ce qui est toujours intéressant, c'est d'arriver à identifier les causes et comment c'est parti et qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, comment on en est arrivé à de telles aberrations. Et en réalité, c'est toujours intéressant de remonter donc à la cause des problèmes. Alors, il y a deux grands fléaux, sur cette planète. Il y a le fléau de la finance internationale et le fléau des réseaux pédocriminels. Et de toute façon, le wokisme et la LGBTQ+, et tout ce qu'a exposé Philippe, découlent directement de ces deux choses. Alors, en fait, comment on en est arrivé là et qui manipule tout ça? Parce que ça arrive jamais, je dirais, d'une façon spontanée. Il n'y a pas tout d'un coup une génération spontanée d'un vent de wokisme ou d'un vent de LGBTQ+, ou d'un vent de Covid-19, crise sanitaire avec un pseudo-liquide vaccinal qui nous est présenté comme étant salvateur alors que ça ne l'est pas du tout. Bref, il y a toujours quelque chose qui est derrière. Alors, je vais donc vous parler assez vite donc, de la grande finance internationale, d'ailleurs, parce que c'est quand même là où quand même réside le problème. Vous avez pu remarquer qu'il y a quand même 3-4 décennies, on a une émergence sur la planète de géants financiers, et vous les connaissez au moins de nom, puisqu'il s'agit de BlackRock, de Vanguard, et le troisième, c'est State Street. Après, il y en a encore quelques autres derrière. Alors, c'est quoi ces entités? Ce sont au départ donc, des fonds d'investissement, en anglais des hedge funds. On pourrait se dire c'est sympa, non pas du tout. En fait, ils prennent des parts dans toutes les grosses sociétés multinationales et internationales, mais pas pour les faire fructifier. En fait, ils prennent des actions, ils prennent des parts pour les contrôler et surtout pour engranger des bénéfices et s'en mettre plein les poches pour eux, mais aussi pour leurs actionnaires, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'investisseurs. Voilà. Alors le premier de cette monstruosité financière, c'est BlackRock. BlackRock, c'est quoi? Aujourd'hui, BlackRock est une entité de 12 000 personnes, gère à peu près 9 000 milliards d'actifs, et gérera en 2028, et c'est pas mon calcul à moi, c'est des calculs de pas mal de gens, il gérera en 2028 20 000 milliards d'actifs, ce qui veut dire qu'ils posséderont la quasi-totalité des entreprises mondiales, excepté peut-être quelques entreprises russes ou chinoises, mais ça, tout dépend des conclusions de la guerre russo-otanusienne via l'Ukraine. Alors, BlackRock, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont des actions donc, dans toutes les grandes sociétés. Ils contrôlent, par exemple, tous les médias américains sont sous contrôle de BlackRock. BlackRock, à partir du moment où ils ont 7-8% d'actions dans une entreprise, ils la contrôlent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock aujourd'hui possède toutes nos entreprises. Par exemple, ils sont actionnaires de toutes les entreprises du CAC 40. Donc ils ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire quasiment dans toutes les entreprises européennes, et ils ont leur mot à dire dans toutes les entreprises américaines, et ils commencent à avoir pas mal de mots à dire aussi dans des entreprises asiatiques. BlackRock, et je vais en terminer avec eux, c'est 5000 ordinateurs aussi branchés en réseau, contrôlés par 2000 personnes qui sont membres effectivement de BlackRock. Ces 5000 ordinateurs branchés en réseau font la pluie et le beau temps sur les entreprises, sur la bourse. Et pourquoi? Parce que ce sont des robots, et en fait, ces robots écrèment la moindre hausse des bourses internationales et la moindre baisse. Mais comme il y a des millions de dollars en jeu, donc tous les jours, ils engrangent des millions de dollars. Donc en fait, c'est une fortune qui s'accroît et qui s'accroît et qui s'accroît et qui s'accroît et qui ne s'arrête jamais d'accroître. Donc ça, c'est déjà un énorme problème. Mais le grand, encore plus gros problème derrière, c'est The Vanguard Group.
Juste à côté, vous avez The Vanguard. Et Vanguard, c'est quoi? C'est pareil, c'est une société qui a été créée en 1975. Il gère aussi, c'est un fonds d'investissement, mais ça a été fondé par les 13 grandes familles les plus riches de la planète dans les années 75. Ça remonte pas à hier, ça remonte en 1975. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous tapez The Vanguard Group dans Wikipédia, vous allez vous retrouver avec un conseil d'administration tout à fait bidon. Enfin bidon, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à la tête de Vanguard, le conseil d'administration PDG, ce sont des gens qui ont des CV longs comme le bras, hein. Ils ont fait les grandes écoles de commerce, ils sont bardés de diplômes, mais ils sont juste grassement payés pour être là. En réalité, les donneurs d'ordre et ceux qui prennent les décisions, ce sont les 13 grandes familles qui ont fondé Vanguard. Et ces 13 grandes familles, eh ben, je vais vous les nommer vite fait, je ne vais pas vous nommer toutes les 13, mais une grande partie. Vous avez Rothschild, ça, je pense que vous la connaissez. Vous avez Rockefeller. Après, vous en avez des beaucoup moins connus. Vous avez la famille Orsini, la famille Vanderbilt. Vous avez la famille Dupont de Nemours, qui est un petit peu connue dans le monde industriel. Vous avez la famille Bush, ils ont été cooptés il n'y a pas si longtemps par les Rothschild, etc. Vous avez la famille royale d'Angleterre. Vous avez Morgan, et puis il y a quelques autres. Et la City de Londres, bien sûr, qui en fait partie. Ce qui est intéressant avec Vanguard, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Vanguard, ce sont les maîtres du monde, parce que Vanguard, au-delà du fait qu'ils gèrent 7000 milliards d'actifs aujourd'hui, Vanguard est donc une société à capitaux privés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cotés en bourse. Vanguard n'est pas coté en bourse. Vous ne pouvez pas acheter une seule action de Vanguard, ce qui leur assure une totale indépendance. En fait, vous ne pouvez rentrer dans Vanguard, même si vous êtes riche à millions, ben vous ne pouvez pas rentrer dans Vanguard que si les 13 grandes familles vous disent « Ah oui, allez, viens chez nous, on va te coopter. » Si vous ne cooptez pas, vous ne rentrez pas. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Ah, ah. En revanche, Vanguard est actionnaire d'ailleurs de tous les grands laboratoires pharmaceutiques. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, etc. Donc, le nœud du problème, il est là. Là. Et après, vous avez State Street, le troisième fonds d'investissement, mais lui, c'est un petit, il ne gère que 3 000 milliards de dollars par an. Mais si on comprend bien Vanguard, on comprend que vous avez donc au sommet financier de cette planète les 13 familles les plus riches. Vous n'en entendez quasiment jamais parler. Vous n'entendez jamais parler de la famille Orsini, vous n'entendez jamais parler de la famille Vanderbilt, Dupont de Nemours, vous n'en avez jamais parlé. En réalité, ils ne font pas le sale boulot. Qui fait le sale boulot? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, ce sont leurs valets ultra-friqués, c'est-à-dire ceux qui sont juste en dessous. Et quand je parle de leurs valets ultra-friqués, je parle de Bill Gates. Vous connaissez tous Bill Gates, hein, avec sa femme Melinda. Vous connaissez tous George Soros. Vous connaissez tous les patrons des GAFAM, les patrons de Google, les patrons de Facebook, le patron de Facebook. Vous connaissez tous Jeff Bezos, l'ancien patron d'Amazon. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'amuse toujours avec les patrons de Google, Facebook et Jeff Bezos, c'est qu'on nous a toujours présenté, ça c'est une légende urbaine, on nous les a toujours présentés comme « Ah, ils ont débuté dans un petit garage, oh, et ils ont créé un empire. Ah bah ouais, le petit gars avec son petit clavier dans son petit garage, et paf, il a créé Facebook. » Ouais. Ben ça, c'est la légende urbaine. En réalité, tous ces gens ont été approchés par la CIA, financés par la CIA. C'est intéressant, parce que le coup du Jeff Bezos aussi, qui a démarré dans sa petite librairie là, aux États-Unis, et puis qui tout d'un coup a fondé le géant Amazon, ben c'est du pipeau. Voilà, c'est juste du pipeau. En réalité, ils ont tous été bien payés, bien rémunérés pour développer leur empire. Et ils continuent de le faire d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que Facebook a une censure infernale. Dès que vous postez un truc sur Facebook qui ne va pas dans la bonne direction, paf, c'est censuré. Mais voilà. Donc alors, cette oligarchie, les valets ultra-friqués qui, eux, pilonnent toutes les sociétés occidentales et ils sont en train de s'attaquer à l'Asie. Alors comment ces gens-là font pour pilonner nos sociétés? Ce que disait Philippe tout à l'heure est très vrai. Ils avancent à la façon avec des chevaux de Troie. Le wokisme et le LGBTQ+, je ne vais pas y revenir parce que Philippe l'a brillamment expliqué, c'est un de leurs chevals de Troie pour miner, pervertir et détruire nos sociétés.
Mais il n'y a pas que ce cheval de Troie. Il y a aussi le cheval de Troie du Covid-19. Ça a été un cheval de Troie pour abêtir totalement la majorité de la population planétaire. Et ça a superbement bien marché, puisqu'en fait, quasiment toute la population planétaire, enfin surtout les pays occidentaux d'ailleurs, et l'Asie, parce que l'Afrique pas trop quand même, ils ont tous marché comme un seul homme. Et beaucoup de gens se sont fait injecter ces liquides frauduleusement appelés vaccins sans se poser de questions et sans sourciller. Ça a été un cheval de Troie réussi. Mais ça peut très bien revenir avec un autre virus, parce que l'OMS, c'est financé par qui? C'est financé par Bill et Melinda Gates, et c'est financé par le Gavi. Le Gavi, c'est quoi? C'est une association qui a été fondée et financée par Bill et Melinda Gates. Donc en fait, l'OMS est totalement gangrénée et totalement à la botte donc, de la fondation Gates. Et d'ailleurs, je ne l'appelle pas l'Organisation mondiale de la santé, c'est mon petit côté polémique, je l'appelle l'Organisation morbide de la santé. Parce que c'est tout à fait ça, en fait. L'OMS ne nous veut pas du bien, il nous veut du mal. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent vous êtes sûr de ça? Oui, j'ai dit, j'en suis absolument sûr. En 2018, l'OMS déclarait par l'intermédiaire d'un de ses cadres norvégiens, dont j'ai oublié le nom, mais c'est un norvégien, enfin, c'est un nom norvégien. Il disait, voilà, il va y avoir une maladie, en 2018, écoutez bien ce que je vais vous dire. En 2018, il disait, ah oui, il va y avoir une maladie X qui va déferler sur le monde, qui va être terriblement mortelle et qui va certainement faire mourir un bon nombre de gens sur la planète. Waouh! Venant de la part d'un organisme dit scientifique, c'est quand même intéressant. Je me suis dit, tiens, il a une boule de cristal, le gars, c'est pas possible, quoi. Il a vu ça dans une boule de cristal, oui, je vois, maladie X qui arrive. Pire, l'OMS a des rapports, des listes blueprint, vous verrez ça sur Internet, c'est des listes que l'OMS dresse pour écrire tous les facteurs de risque sur le monde entier. Et dans une liste blueprint qui donc liste des virus, vous avez au même titre que le virus Zika ou que le Marburg, vous avez la maladie X. Ça, c'est l'OMS. Et l'OMS, en mars 2020, de toute façon, disait, dès mars 2020, nous sommes au début de cette crise sanitaire, il disait, de toute façon, nous rentrons dans une ère d'épidémie, de pandémie, d'épidémie, de pandémie, d'épidémie, et... Bon, bref, la messe est dite. À qui ça profite tout ça? Ça profite évidemment aux laboratoires pharmaceutiques. Vous les connaissez tous, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Gilead, etc. Et qui est actionnaire de ça? Vanguard. Ça oui, c'est vrai qu'il faut toujours essayer de se replacer toujours qui finance. Alors, donc ça c'est un cheval de Troie vraiment très réussi. Après, il y a le cheval de Troie du climat. C'est très intéressant parce que il bidouille de plus en plus le climat quand même, faut le savoir. Le coup du réchauffement climatique, on nous le fait, mais enfin bon, ça va bien quand on commence un peu à étudier. Pardon? Ah, je suis absolument un climato-sceptique et je revendique d'ailleurs. C'est le fameux voyage en hiver, il fait très chaud en été, non? Voilà, c'est ça, c'est la canicule asymptomatique. Je sais pas quel abruti a sorti ça cet été ou l'été dernier, enfin je me suis dit, mon Dieu, il faut quand même le faire, quoi. Donc ça, c'est un cheval de Troie, parce que malheureusement, le climat, il le dérègle quand même. Alors je relate ça dans mon livre, mais ils ont fait une expérience dans les années 60-70, les Américains, encore eux d'ailleurs, parce que c'est souvent eux quand même, ils commencent un peu à nous gonfler quand même. Bref, ils ont quand même envoyé une bombe nucléaire dans la stratosphère dans les années 70 pour juste voir ce que ça faisait. Mais ça, vous le savez certainement pas. En fait, on a réussi à mettre la main sur des rapports déclassifiés, on a réussi à regarder un peu, et effectivement, ils ont vraiment balancé une bombe atomique là-haut. Ça a eu pour effet de créer un gigantesque trou dans l'ozone. Depuis, on a un trou dans l'ozone, et depuis, ils essaient de le reboucher, soi-disant, en train de nous balancer des particules cuivrées un peu partout. S'ils veulent faire pleuvoir, ils font pleuvoir. Ça fait partie du projet ARP. Et ça fait partie des projets ARP, etc. Donc là aussi, c'est un cheval de Troie par cette oligarchie. Après, en fait, ce qui est malheureux, c'est que tout peut se ramener à des chevaux de Troie que cette oligarchie envoie pour détruire toutes les couches de nos sociétés. Après, il y a aussi une partie que je n'ai pas abordée, mais je vais l'aborder très vite aussi, c'est la malbouffe.
Et en réalité, c'est aussi fait exprès, parce qu'à partir du moment où vous emmagasinez trop de sucre dans le corps, ben, il y a des problèmes d'obésité, bien entendu, et il y a aussi des problèmes de diabète. Mais qui soigne l'obésité et le diabète? Les laboratoires pharmaceutiques. On en arrive toujours à la même histoire. On se dit, mais quand même, il y a une majorité de gens, mais ils ont tellement d'œillères. À un moment donné, il faudra peut-être essayer quand même. Je ne parle pas pour vous, hein, mais je me dis, mais il y a un tas de gens, mais c'est infernal, quoi. Ce qu'a exposé Philippe tout à l'heure, mais c'est réellement vrai. Mais c'est tellement insidieux que quelquefois, les gens ne font pas attention. Mais en réalité, il y a une destruction voulue derrière. C'est ça que je veux vous dire vraiment. C'est qu'il y a une destruction voulue. Alors après, vous allez me dire, mais pourquoi ces gens-là, ils veulent détruire? Parce que c'est ça qui est important de comprendre. Pourquoi ils veulent détruire? Pourquoi ils veulent détruire la majorité de la population planétaire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, ils obéissent pas, ils sont pas comme vous et moi. Ils ne sont pas du tout en train de réfléchir d'une façon, je dirais, analytique et positive. Ce sont des psychotiques en réalité. C'est pas parce qu'ils ont un costume 3 pièces et qu'ils sont bien éduqués et qu'ils sont bardés de diplômes parce qu'ils sont instruits. Ça, c'est vrai. D'un autre côté, ils sont malades. Ce sont des malades mentaux parce qu'ils se lèvent le matin avec une seule idée en tête, c'est comment je vais accroître ma puissance financière aujourd'hui et comment je vais continuer à contrôler encore un peu plus la majorité de la population planétaire. Bref, comment je vais rester à la tête de la planète, quoi. Et il s'est ravagé parce que le gars, il se réveille comme ça le matin, il se couche avec la même idée le soir. Et il est là le problème. Ça veut dire que c'est une minorité de gens qui sont de toute façon, ce sont des malades mentaux. Mais le problème, voilà, c'est qu'on manque de confrontation, je parle de la majorité des gens, ils ont du mal à faire face à ce genre de choses, à ce genre de raisonnement. Et pourtant, c'est un raisonnement totalement destructif. Mais le problème, c'est que dans nos pays, plus la société dégénère d'une façon, que ce soit une dégénérescence avec le wokisme, le LGBTQ+, ou avec d'autres choses, plus une société dégénère, et on va essayer de le remarquer ensemble d'ailleurs, ça, plus une société dégénère, plus elle élira des gens qui vont continuer à détruire encore plus le pays ou la société en question. Parce que effectivement, une société malade ne peut élire à sa tête qu'une personnalité malade. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors après, on me dit, oui, mais est-ce qu'il y a des pays où c'est mieux? J'ai dit, il y a des pays, oui. Il y a des pays où, de toute façon, alors, il y a des pays où le LGBTQ+, ou le wokisme ne rentre pas. Alors après, ça peut être critiquable. Mais la Russie, récemment, vient de voter une loi anti-lobby LGBTQ+. Alors évidemment, tout d'un coup, c'est passé sur Twitter, les vilains Russes, le vilain Poutine, blablabla. Ouais, ben n'empêche que on peut ne pas aimer Poutine, hein. Mais honnêtement, moi ce que je pense honnêtement, c'est que quand il y a un dirigeant à la tête d'un pays, j'essaye toujours de regarder les faits. Est-ce que ce dirigeant va dans le sens de protéger un peu le peuple de son pays et de faire en sorte que le pays monte, ou est-ce qu'il va dans l'autre sens et que le pays est en train de se détruire? Il n'y a pas photo. On prend Emmanuel Macron et je prends Vladimir Poutine. Ah ben je suis désolé de le dire, mais Vladimir Poutine, il essaye au moins de faire en sorte que son pays monte d'un point de vue économique, et c'est un fait prouvé d'ailleurs, puisque depuis la chute du mur de Berlin, si on regarde le PIB russe à l'époque et le PIB russe aujourd'hui où il en est, il n'y a pas photo. Même Bruno Le Maire, j'allais dire cet abruti, mais c'est vrai que c'est un abruti, l'économie russe va pas bien, mais va en Russie, va voir ce qu'il y a là-bas. On va attaquer l'économie russe. Ah oui, on va détruire l'économie russe, fantastique et fabuleux. Et quand on voit ce que fait Emmanuel Macron pour notre pays, je suis désolé, il n'y a pas photo. En ce moment, la France est en train de dégringoler à la vitesse grand V. On a rencontré quelqu'un hier dont la sœur est partie vivre en Russie. Elle habitait en France, là, tout près de Nanteuil, tout près d'ici. Partie vivre en Russie et il nous a dit, mais ma sœur est très heureuse parce qu'elle dit, au moins ici on peut se promener dans les rues sans risquer de se faire agresser. Alors on vit
plutôt comme quand on était dans les années 80 ici. On est très heureux d'être comme ça. On ne veut pas qu'on nous impose tous ces... Ça n'a pas été pollué, c'est encore... Et c'est pour ça que les Américains, enfin la sous-culture américaine, je parle des néocons américains, je parle de l'État profond américain, je ne parle pas du peuple américain. J'ai rien contre les peuples, qu'on se comprenne bien. Mais j'ai tout contre les cinglés qui sont à la tête de pays. Et en ce moment, les USA sont dirigés par des cinglés, tout comme Israël aujourd'hui est dirigé par un cinglé. Je suis désolé de le dire, mais c'est Benjamin Netanyahou, c'est un fou, et qui d'ailleurs n'est pas plébiscité par une bonne partie de la population d'Israël, d'ailleurs. Mais je veux dire, voilà, il y a une différence entre des dirigeants qui vont essayer de faire en sorte d'avancer sous un plan positif, et d'autres qui essayent de les détruire. Et le problème en Europe, c'est que tous les dirigeants européens ont été placés par cette oligarchie financière mondiale apatride, et ils font bien le boulot. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, il fera le boulot jusqu'au bout. Tout comme Olaf Scholz, l'Allemand, va le faire jusqu'au bout, tout comme Meloni, soi-disant révolutionnaire en Italie, qui n'a rien révolutionné du tout d'ailleurs, puisqu'elle est à la solde de l'OTAN. Donc de toute façon, voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que, mais c'est là où je veux en venir, après de toute façon, je vous laisse pour les questions, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que notre devoir à nous tous, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens autour de nous qui se réveillent, parce que si on ne se réveille pas, s'il n'y a pas suffisamment de gens qui se réveillent, franchement, là, on est au bord de la catastrophe. Et honnêtement, je ne veux pas paraître pessimiste plus que ça, mais en ce moment, on vit vraiment une époque difficile, charnière. Soit il y a un dénouement correct du conflit russo-tanusien, et c'est le monde unipolaire versus donc américain, UE, Israël, Turc et Qatar qui l'emporte, et ça c'est pas bon. Et si c'est l'oligarchie multipolaire voulue par les BRICS, ça sera meilleur. Donc voilà, on en est là, mais on en est là, et entre aujourd'hui et je sais pas 2025, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, c'est compliqué pour nous aujourd'hui en Europe. Ça c'est clair, parce que ceux qui en pâtissent au premier plan en ce moment d'un point de vue économique, c'est l'Europe, c'est la France, entre autres. Donc voilà où on en est. Mais c'est ce qu'il faut bien comprendre, il faut toujours comprendre les origines. Alors après, comment on combat cette espèce d'oligarchie financière mondiale apatride? En fait, on la combat en les dénonçant, sans relâche, tout le temps, encore et toujours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, il faut les dénoncer. Parce qu'en fait, ils n'aiment pas être mis en lumière. Même s'ils sont ultra puissants, financièrement, ils n'aiment pas être mis en lumière. Et en fait, ce sont des colosses aux pieds d'argile. En fait, rien n'est écrit. Le futur n'est pas écrit. Tout peut arriver, tout peut changer. Tout peut changer à partir du moment où il y aura un maximum de gens qui, à un moment donné, vont dire non aux lois liberticides, non aux décrets liberticides, non aux ordres anti-survie. Vous savez, je vais vous dire un truc. On dit toujours le gouvernement est responsable de... Mais c'est vrai et c'est pas vrai. Je veux dire, pourquoi il y a tout un tas de cheffaillons de la République qui se prennent pour des cheffaillons, mais je veux dire, à un moment donné, je vais vous donner un exemple simple. À un moment donné, au Palais de Tokyo, là, à Paris, a été exposée une toile. Voilà, bon, voilà, d'accord. Une toile d'une artiste, entre guillemets, qui s'appelle Myriam Cham, suissesse, et qui expose des toiles pourries, dont une avec et qui montre un adulte en train de se faire une fellation par un enfant. Donc déjà, on se dit, la dame, elle n'est pas bien dans sa petite tête quand même. Alors soi-disant, c'est un crime de guerre. Tu parles, crime de guerre, un picot encore. Mais moi, j'ai posé une question au Palais de Tokyo via Twitter, et je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Évidemment, la directrice du Palais de Tokyo, et c'est pour ça que je parlais des cheffaillants de la République, là, ah mais oui, mais non, on va pas retirer la toile parce que vous comprenez, c'est c'est de l'art. De l'art. Mais c'est de la propagande, c'est pas de l'art, c'est de la propagande. Mais ce que je veux dire par là, s'il y avait vraiment beaucoup de gens, beaucoup plus que ce qu'il y en a eu, qui se seraient élevés contre cette toile pourrie et qui auraient exigé son retrait immédiat du Palais de Tokyo, les choses
pourrait bouger. Or, le problème, c'est que, voilà, ça manque, ça manque comme d'habitude, d'une majorité de gens qui vont commencer à râler. Je dis pas ça pour vous, hein, parce que je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes déjà motivé. Mais essayez autour de vous de faire monter le niveau de conscience des gens en leur disant, bon, maintenant... C'est dur. Ah, mais attention, monsieur, je vous dis pas que c'est facile, hein. Surtout au mois de cette proche. L'état de droit n'existe plus en France, mais déjà depuis longtemps. Faut savoir que l'état de droit, normalement, c'est quoi un état de droit? C'est les trois pouvoirs, normalement, sont séparés, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et après, il y avait le quatrième pouvoir, non officiel, celui-là, qui sont les médias, et qui était là il y a 40 ou 50 ans en arrière, qui était là pour éventuellement remettre dans le droit chemin le politicien qui aurait fauté, donc allez, rentre dans le rentre, ouais, voilà. Depuis que Jacques Chirac est parti, et donc depuis l'arrivée de Sarkozy, toute la situation s'est considérablement dégradée. Et ce qui veut dire que les trois pouvoirs aujourd'hui ne sont plus indépendants, c'est un fondu. Donc il n'y a plus de séparation des pouvoirs, donc il n'y a plus d'indépendance des pouvoirs. Ça veut dire que la justice aujourd'hui ne fait plus son boulot, vous l'avez remarqué. Donc, mais il faut comprendre aujourd'hui que voilà, il n'y a plus d'état de droit. C'est fini ça. Nous ne sommes plus dans un état de droit et je pense qu'aucun pays européen n'est plus dans un état de droit. Pourquoi? Parce qu'on est tous inféodés à Bruxelles et que Bruxelles est inféodée évidemment aux États-Unis et à l'oligarchie financière mondiale apatride. Donc de toute façon, on en revient toujours à la même boucle. Donc en fait, en fait une des voies de sortie, c'est qu'on sorte effectivement de Bruxelles, parce que de toute façon, il n'y en a pas 46 millions. Et c'est là où je rejoins Florian Philippot, parce qu'effectivement, tant qu'on ne sortira pas de l'hégémonie de Bruxelles, tant qu'on n'ira pas vers le Frexit, de toute façon, on sera de toute façon dominé par l'oligarchie américaine. À moins que la Russie finisse par l'emporter en Ukraine et que les Américains commencent un peu à... Et d'ailleurs, ça commence un peu à bouger, puisque l'hégémonie du dieu dollar commence à prendre un petit coup dans le nez, puisqu'il commence à y avoir des transactions internationales en yuan, ce qui va commencer peut-être à faire du bien. Mais c'est pas gagné, parce que les États-Unis, c'est un fauve blessé, et quand on blesse un fauve sans le tuer, des fois le fauve blessé, il a des réactions un petit peu compliquées. En plus, c'est une force militaire tellement importante, les Américains, que c'est compliqué. Ah, mais il y a les élections qui vont arriver. Oui, mais même avec les élections, mais de toute façon, si Biden dégage et que ça soit Trump, c'est sûr que ça va nous faire... On va pouvoir souffler un peu, mais il ne faut pas quand même sous-estimer l'état profond américain. C'est un peu compliqué. C'est important d'essayer d'arriver à faire bouger les choses, quoi. Je dis pas que c'est facile. C'est pas facile. Mais rien n'est facile, je pense. Ils sont bornés. Oui, je sais, mais il faut essayer d'utiliser des VIA. Beaucoup sont complètement... Oui, puis quand tu as une opposition, qui ne veut même pas sortir de l'Europe, ça aide pas non plus, parce qu'il y en a qui sont croyants. De toute façon, il n'y a rien qui aide, mais les révolutions et les choses peuvent changer aussi, pas forcément avec une majorité de gens. Ah oui, Il faut qu'il y ait une bonne majorité, une bonne minorité qui augmente de plus en plus et qui un jour peut faire bouger les choses. Après, il y a une majorité de gens qu'on ne sauvera jamais. Il y en a certains qui sont perdus, ça c'est clair, au niveau idéologique et au niveau... Bon bref, passons. Vous avez trouvé des moyens de contournement. Il faut utiliser X, Twitter, et puis surtout il faut se connecter aussi aux médias libres et indépendants. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, s'il y a un message aussi à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, la propagande médiatique est telle, je parle d'une propagande médiatique de masse, est telle, que si on veut des véritables infos ou avoir une pluralité d'informations autres que cet abrutissement général de médias mainstream,
il faut aller sur les médias libres et indépendants. Et je pense que c'est presque un devoir aujourd'hui de regarder un peu les médias libres et indépendants. Il y en a pas mal. Les mainstream se sont d'ailleurs rendus compte autant qu'ils sont que... en baisse, ils sont en chute. Oui, oui, absolument. Donc, ça aussi, entre les web TV, les radios, la presse écrite aussi, enfin écrite numérique, hein, j'entends. Et en fait, je pense qu'il faut aller vraiment et soutenir les médias libres et indépendants. J'aurais juste une question, à la fois, enfin une question, et c'est plutôt, je vous livre une analyse et j'aimerais savoir si Claude est d'accord avec cette analyse. Déjà, les minorités sont forcément actives, encore une fois, et les révolutions sont faites par les minorités, ça c'est une évidence. Donc il suffit d'un petit nombre de personnes qui bougent beaucoup pour faire changer les choses, ça c'est certain. Ma réflexion porte sur la tentative totalitaire des sociétés occidentales, démocratiques, avec le libéralisme qui est derrière. Est-ce qu'on n'est pas face à une situation où finalement ces sociétés se sentent acculées, dans le sens où on sent que les peuples bougent, grondent, et que la révolution, entre guillemets, n'est pas loin. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on vit une période charnière où la tentative du totalitarisme est forte. Et on voit se mettre en place des libertés qui sont de moins en moins faciles, en fait, à prendre. Et on a l'impression que l'étau se referme, elles se sentent acculées, ces sociétés. Elles se disent, soit on passe à la vitesse supérieure pour imposer notre modèle, soit on est un petit peu perdu. J'ai l'impression que nous sommes à une période charnière de cette bascule entre le modèle que l'on connaît et peut-être un modèle qui reste à bâtir et on l'espère qui nous apportera des jours meilleurs. Ben, c'est ça, oui, effectivement, c'est une période charnière, mais je crois qu'effectivement, oui, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est soit on gagne, soit on perd. Et je pense que, effectivement, tu as raison de le souligner, nous en sommes là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, soit on gagne, soit on perd. Et on est vraiment, soit on tombe dans la face cachée, enfin la face obscure, soit on arrive à briller au soleil. Et c'est vrai que c'est vraiment, en ce moment, c'est compliqué, enfin, parce que on est sur le fil du rasoir, vraiment, c'est ça, quoi, c'est ça. Oui, il y a le projet de loi que l'Europe devienne notre gouvernement. Et c'est vrai qu'il y a eu un projet de loi, il y a un projet de loi, il est voté, pas encore? Non, il va venir. Européen, comme quoi l'Europe ne serait qu'une fédération maintenant. C'est-à-dire que chaque pays, il n'y aurait plus de... Voilà, ça serait une fédération. Chaque pays disparaît. Ah ben c'est validé par les députés français. Mais de toute façon, ça fait suite au passeport numérique européen. Le passeport numérique européen a été voté, entériné et commence à être en application. Ils sont en train de travailler pour le mettre en application. C'est quoi ce passeport numérique européen? Ben, en réalité, ça va être dans un smartphone et donc il y aura tout. Dedans, il y aura la carte d'identité, le permis de conduire, les informations médicales, savoir si on souffre de telle ou telle affection. Il y aura les comptes bancaires, il y aura tout, le permis de conduire, le passeport, le truc, etc. Et ça sera dans le smartphone. Et puis dans 10 ans, ce sera une puce sous la peau, style Bill Gates, puisque la fondation Gates travaille dessus depuis déjà au moins 5 ou 10 ans. Donc de toute façon, bientôt, comme tout le monde n'a pas de smartphone, ils vont se dire, ça va pas, il faut absolument passer à la vitesse supérieure, ça sera la puce sous la peau. Mais l'OMS, j'en reviens à l'OMS, a profité du début du conflit russo-otanusien-ukrainien pour signer des accords avec des sociétés privées voulant travailler, avec ordre de travailler, sur le passeport numérique mondial. Donc de toute façon, on y arrive. Le patron de l'OMS, là, il est recherché quand même, parce que... Oui, c'est un criminel. Oui, Tedros... il a un nom, je ne peux pas le prononcer. Oui, c'est Tedros, je ne sais plus quoi, effectivement, il a un nom... Il est quand même... c'est un criminel. C'est un criminel, quand même. C'est très très fort. Mais de toute façon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Plus on a une société qui dégénère, plus les gens élisent des criminels. Mais c'est ça le truc, c'est que on est en boucle. Des moments où des gens rentrent en phase avec une dégénérescence, une dépravation et une dégradation des valeurs,
automatiquement, ils vont élire quelqu'un qui est aussi dégradé et aussi pervers que eux le sont. Alors je voulais dire aussi une chose par rapport à justement, c'est la faute des Français. En partie, oui, parce que pendant les élections, ils se sont abstenus. Hein, ou alors on a beaucoup entendu le vote utile, mais pas de conviction, quoi. On n'a jamais entendu parler du vote de conviction. Et puis c'est leur faute, oui, à moitié, parce que en 2005, comme vous le savez, on nous a bafoué le référendum. On avait dit non à l'Europe et en fait Sarkozy a passé outre. Hein. Donc ça, c'était fait forcément exprès, puisqu'il voulait en arriver là où on en est aujourd'hui. Mais ça a dégoûté les Français. Et il y en a qui se sont emparés de ça, justement, pour dire il ne faut plus aller voter. Mais de dire il ne faut plus aller voter, c'est jouer le jeu du système. Donc il faut aussi travailler là-dessus. C'est vrai. Et dire aux gens, si vous n'allez pas voter, vous méritez que ce que vous méritez, c'est tout. Bon, on va finir là. C'est bien, on va aborder plein de sujets. C'était fort intéressant et je remercie Claude et Philippe parce que franchement c'était très sympa. On a appris beaucoup de choses. Et puis voilà, c'est à refaire. Hein. Les européennes, c'est hyper important. On a besoin d'y être, hein, on a besoin d'être au Parlement européen pour faire avancer le Frexit. Hein, parce qu'il n'y a personne là-bas qui réclame le Frexit. Comme Nigel Farage l'a fait d'ailleurs, hein, il a trouvé du monde pour faire le Brexit au sein même de l'Union européenne. Donc il faut absolument qu'on en fasse autant et puis ça nous permettra de nous faire entendre surtout parce que on pourra savoir beaucoup plus de choses en y étant. On pourra avoir plus de temps de parole, parce qu'on aura des députés, parce que voilà, c'est l'ère de la guerre malheureusement. Et plus ça va et plus on a de monde avec nous et plus on a d'autres souverainistes qui s'allient à nous aussi, etc. On va avoir une belle liste, à mon avis. Florian est en train de nous préparer une belle liste, très diversifiée d'ailleurs. Puis je vous remercie pour ce soir et tout le monde a pu s'exprimer et ça c'est super. Merci à vous.